En terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Alors que les premiers touristes de l'espace viennent de revenir sur Terre, moi je viens d'atterrir à Lyon pour ma rentrée à la fac. Et j'avoue, je suis un peu déphasé là. Dans ma promo, on est 400. À Lyon, il y a 127 000 étudiants, 150 lignes de transport, 33 ponts, 550 traboules et plus de 800 terrasses. À côté, j'ai mon budget à gérer, je dois me repérer dans la ville et dans le réseau de transport en commun, j'ai mes démarches administratives et je dois trouver le bon rythme entre travailler, étudier et sortir. Alors ta rentrée à toi, comment c'était ? Gros kiff ou gros flip ? Ce qui m'a fait peur et en même temps plaisir, c'est que j'allais prendre mon indépendance et du coup il fallait que j'apprenne à cuisiner toute seule, à faire ma lessive toute seule, vraiment des choses simples mais que j'avais jamais fait avant, toute bête. Trouver un travail pour financer, pour avoir à manger, à boire, un appartement, pouvoir payer le loyer, etc. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus flipper. Ce qui fait kiffer, c'est la vie étudiante, sortir, profiter, ne plus être au lycée. Je sais pas, travailler dans quelque chose qui nous plaît vraiment. Et après, ce qui fait flipper, c'est de savoir si on est sur la bonne voie. Le plus gros flip, c'était d'être lâché parmi 1000 élèves à peu près et ne pas avoir de suivi particulier. Et le plus gros kiff, c'est faire plein de rencontres à la fac. Mon plus gros flip, l'hiver. J'étais à Toulouse avant. Je pense moi le plus gros flip c'était les transports en commun et la peur de pas rencontrer assez de monde, de pas me faire des potes et d'être isolée et tout. Et le plus gros kiff, je pense que c'est l'animation. Il y a plein de trucs à faire à Lyon, des sorties. L'accès à la culture. J'ai l'impression de découvrir la vie, d'avoir accès à plein de trucs, toutes les bibliothèques, tous les cinémas, tous les musées et tout. Je trouve ça génial. Tout est accessible hyper facilement et puis il y a plein de tarifs pour les étudiants. Du coup, c'est trop bien, plein de trucs gratuits. Ouais, moi j'habitais dans une petite ville, du coup c'était cool de pouvoir accéder un peu à tout juste à côté. Un peu la vibe qu'il y a à Lyon, quoi. C'est une super ville, ça bouge, je sens que les gens sont ouverts d'esprit. Alors pour commencer, on va rejoindre notre premier invité, et c'est pas n'importe qui. On a chopé le 06 de Caradoc de Kaamelott, alias Jean-Christophe Imbert, qui nous parle de sa vie d'étudiant et file quelques bons conseils pour la rentrée. Oui, c'est Jean-Christophe Imbert. Salut Jean-Christophe, tu as été étudiant à Lyon dans les années 90. C'est quoi ton souvenir de ta première rentrée universitaire ? Je me suis retrouvé en philo, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Qu'est-ce qui m'a plu, c'est que en fait, je tombais des fois sur des cours qui étaient passionnants, des profs qui étaient passionnants. Qu'est-ce qui m'a fait flipper, j'ai trouvé des cours qui étaient très rébarbatifs et très longs. Voilà, donc j'oscillais un peu entre les deux. Je sentais bien que j'allais pas faire carrière dans la philo, mais que j'ai fait dans cette année-là, ça n'a pas été perdu, parce que en fait, il y a plein de choses que j'ai gardées pour mon métier aujourd'hui. Je pense que c'était une période où j'étais un peu entre deux eaux, et je me suis retrouvé là. Ne sachant pas trop ce que je voulais faire, et puis j'en suis sorti, je savais ce que je voulais faire. Pendant la crise du Covid-19, tu as initié une démarche solidaire à destination des étudiants lyonnais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça s'est fait, c'est un peu un geste spontané, un peu dérisoire, c'est qu'il y a eu 3 tentatives de suicide en janvier parmi les étudiants lyonnais. Et donc, moi j'habite Lyon, je dis c'est pas possible que voilà, donc je vais faire, j'ai proposé la chose la plus spontanée que je pouvais faire, mais qui était un peu dérisoire, c'est de dire si ça va pas, appelez-moi, j'ai rien d'autre chose à faire, on va boire un café, on va discuter 5 minutes, on va prendre l'air, quoi. Et en fait, j'ai un peu été dépassé par tout ça, parce que j'ai eu plus de 300 réponses. Après, je suis allé dans plein d'amphis, je suis allé dans des écoles. Et du coup, ça se passait comment ? Du coup, on se donnait rendez-vous, on allait boire un café, on mangeait des bugnes, donc j'ai beaucoup grossi. J'étais beaucoup stressé parce que je buvais beaucoup de café dans la journée. Mais sinon, c'était toujours riche, c'était toujours intéressant. Tout le monde avait quelque chose à dire. Voilà. Et puis, je pense que là où ils ont été touchés, c'est que de dire, voilà, moi, j'allais pas sauver leur vie en allant boire un café, mais au moins, je me foutais pas d'eux, quoi. Je disais pas, ouais, c'est pas grave, ils ont autre chose, ils ont pas la guerre, ils ont pas à se plaindre, quoi. Non, je reconnaissais le fait que, c'était un peu rude pour eux dans cette période-là, quoi. Selon toi, Jean-Christophe, c'est quoi le meilleur conseil qu'on puisse donner à des étudiants pour réussir sa rentrée universitaire ? Il faut se mettre en mouvement, à mon avis. Il faut se mettre en mouvement, faire des trucs, faut rencontrer des gens, se mettre dans des clubs, des trucs de sport. C'est ça justement qui était dur en confinement, c'est que tout ça a été arrêté. Il faut faire des échecs, du pole dance, de la danse, de tout ce qu'on veut, mais
de se mettre en mouvement, ça fait que on rencontre des gens, tout ça, et après, on se rend compte il y a énormément d'opportunités, il y a plein de choses à faire, et ce qu'on apprend en dehors des études est aussi important que ce qu'on apprend dans les études, ce qu'on apprend à avoir de la jugeote, on apprend à se débrouiller tout seul, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut être en mouvement. Et normalement, la vie étudiante offre ça. Il faut vraiment en profiter, à mon avis. Et Caradoc, il conseillerait quoi pour une rentrée réussie à la faculté médiévale de Kaamelott ? Lui, je sais pas s'il a fait il n'a pas fait l'université. Caradoc, il a un truc, c'est qu'il est toujours à 100% dans ce qu'il fait. Après, il est à côté de la plaque, en tout cas, et il se décourage pas. Il va peut-être dans la mauvaise direction, mais comme il se décourage jamais, en fait, il va loin. Voilà. Donc, il faut jamais se décourager. Ok, merci beaucoup, Jean-Christophe. On dit parfois « petite aide fait grand bien ». Moi, je n'ai jamais dit ça, mais en cette période de stress qu'est la rentrée, je veux bien un peu d'aide. Il se trouve qu'on m'a donné l'opportunité de tendre un micro à Yorick. Il est assistant social pour le Crous de Lyon. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un peu comment il peut nous aider. Salut Yorick. Bonjour. Bon Yorick, je t'explique, c'est la galère. Entre le logement, le stress, le boulot et les cours, je crois que je ne vais pas m'en sortir. On m'a conseillé de me tourner vers un assistant social du Crous. Du coup, dans quel aspect de mon quotidien tu peux m'aider ? Alors, au niveau des services sociaux, et plus particulièrement en Crous, on fait un accompagnement de toute personne qui est étudiant avec un certificat de scolarité sur l'Académie de Lyon, dans la Loire, dans l'Ain, et on va accompagner les étudiants et les étudiantes de façon globale. À la différence d'autres services comme le service logement ou le service des bourses qui vont être axés sur un point, nous on essaie de prendre la situation vraiment très large de l'étudiante dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit sur l'aspect financier, quand il y a des difficultés financières, voir ce qu'on peut mettre en place en termes d'accompagnement, d'aide, sur l'accès aux droits, bourse, droit CAF, droit sur les mutuelles, ce genre de choses, sur le logement aussi, pour l'accès au logement, le maintien dans le logement en cours d'année, et sur toutes les questions qui vont être aussi sur l'alimentation, la difficulté de se nourrir de façon basique, voilà. Est-ce qu'on peut dire que t'es un peu un genre de super psy ? Non, pas du tout. Ça, je laisse la part au service de santé universitaire, par exemple, là-dessus. Mais par rapport à la question du psy, c'est vrai qu'il y a un point qui apparaît dans notre métier, justement, genre, sur cette notion de globalité. Les étudiants et les étudiantes ne sont pas juste confrontés à un problème financier, un problème d'accès aux droits, un problème de solitude. Dans la façon de mener nos entretiens, on essaie aussi de prendre en compte la santé mentale des étudiants et des étudiantes. Si je suis témoin d'un pote ou d'une pote en difficulté financière, sociale, psychologique, est-ce que de moi-même, je peux faire appel à toi ? Oui, toutes les portes d'entrée sont les bonnes. Nous, on préfère que ce soit toujours à la demande des étudiants et des étudiantes, puisque ce sont des majeurs. Donc du coup, si la personne n'est pas d'accord pour être aidée ou pour venir nous voir ou faire un entretien, ça marche pas. Même dans la situation la pire, il faut que la personne soit actrice derrière. Mais par contre, qu'un étudiant puisse dire, écoute, moi je vais contacter, si tu es d'accord, le service social, et que nous, on sait que l'étudiant ou l'étudiante accepte de recevoir notre appel, on va pouvoir essayer d'aller vers cette personne. Mais si elle veut pas derrière... Ok, donc pour une aide professionnelle et adaptée, je peux compter sur toi. Où est-ce que je prends rendez-vous ? Alors pour le Crous de Lyon, la porte d'entrée unique, c'est le mail ssocial@crous-lyon.fr, où le secrétariat va recenser l'ensemble des demandes et redispatche en fonction des agendas de chacun, chacune, et en fonction du lieu d'étude des étudiants pour fixer des rendez-vous. C'est vraiment cette porte d'entrée-là qui est à privilégier. Et si cette année, je ne suis plus boursier, est-ce que je peux quand même prendre rendez-vous ? Oui, le service social et le Crous, de façon générale, s'adresse à toute personne qui est étudiante sur l'Académie du Rhône, dans la Loire, dans l'Ain aussi. Voilà. Il suffit pas d'être boursier ou en logement Crous pour avoir droit à des aides, à des réponses de la part du Crous. Trop bien. Merci beaucoup Yorick, et puis à bientôt. Comment réussir à bien gérer son budget ? Quels sont les réseaux de solidarité sur lesquels on peut compter ? Comment ne pas claquer tout trop vite et profiter des bons plans culturels et associatifs et bien entendu réussir notre intégration ? On va décliner le mode d'emploi d'une rentrée solidaire, réussie et zéro galère avec installé autour de la table Erwan, étudiant en 2e année à Sciences Po Lyon. Salut Erwan.
Salut. Ainsi que Maya et Yorick. Vous me direz bonjour tous les deux en même temps, parce que vous êtes tous les deux assistants sociaux pour le Crous de Lyon. Salut à tous les deux. Bonjour. Je vais continuer avec toi, Yorick. À quels enjeux sont essentiellement confrontés les étudiants que tu reçois en période de rentrée universitaire particulièrement ? Donc, au niveau de la rentrée, on intervient énormément sur les questions de bourse où les étudiants sont un peu perdus, comprennent pas ce qui se passe, puisque la bourse est encadrée par une circulaire ministérielle et les gestionnaires doivent appliquer la circulaire. Mais sauf que des fois, il y a des situations, les réalités individuelles et sociales font que des fois c'est un peu plus compliqué que ce qui pourrait être écrit dans la petite ligne. Et donc, du coup, nous, on essaie d'intervenir quand on peut pour essayer de comprendre quelle est la situation des étudiants et des étudiantes, essayer de voir si le dossier a bien été fait de leur part, et comment nous, on peut essayer de débloquer dans certains cas, par exemple, du fait de rupture familiale, dans des situations de parents isolés, etc. Donc, on intervient pas mal là-dessus. Le logement, quelque chose qui est très prégnant, notamment à Lyon, en début d'année, sur l'accès en résidence Crous, sur l'accès dans le parc social, sur les différentes démarches administratives concernant l'ouverture des droits, par exemple, sur les aides au logement. Certains étudiants ne savent pas que s'ils font une demande d'aide au logement et que leurs parents ont les allocations familiales, leur part se retire. Donc, c'est des calculs à faire aussi avec eux. Voilà, des choses très administratives en début d'année. Et le logement, alors tu en as parlé, il est vraiment au cœur des préoccupations estudiantines à la rentrée. Et on peut le dire pour deux raisons. D'abord, la difficulté à en trouver un. Et ensuite, le budget qui est nécessaire à son financement, qui peut parfois atteindre des sommets fonction de quelle solution on a pour se loger. Je connaissais pas Lyon, donc il fallait trouver un logement rapidement, dans un budget qui était assez serré. Et voilà, j'ai une famille, les parents sont séparés, comme je pense beaucoup d'étudiants maintenant, notre génération, et il fallait trouver un logement très rapidement, puisque j'ai eu la réponse un petit peu avant les vacances. Enfin, les premiers logements que j'ai réussi à trouver, c'était avec une agence, et les loyers étaient aux alentours de 600-700 €. Donc j'ai un petit peu paniqué, et puis j'ai contacté mon lycée. Et c'est là où ils m'ont parlé de ces fameux logements Crous avec lesquels ils avaient un accord pour que les étudiants en prépa puissent loger assez près de leur lieu d'études. Alors les loyers dans une ville comme Lyon ont pratiquement doublé en 10 ans. Évidemment, il n'y a pas assez de place en résidence universitaire pour caler 127 000, 160 000 étudiants dans un bassin comme Lyon-Saint-Étienne. Alors j'imagine que vous recevez quand même certains étudiants au Crous Maya qui ont du mal à faire face à cette pression de l'immobilier sur leur portefeuille. On a tout type de problématiques qui peuvent être liées au logement. On a les étudiants qui ont trouvé un logement mais qui n'ont pas de garant et qu'on peut par exemple orienter vers le dispositif Visale. On a les étudiants qui ont besoin d'un coup de pouce pour du financement de caution par exemple parce que la famille participe mais elle ne peut pas payer la totalité. Et puis, on a les étudiants qui ont un moment où ils ne trouvent pas trop de solutions de logement et qui vont plutôt se tourner vers l'hébergement dans la tente et où on peut éventuellement donner un coup de pouce aussi en attendant, quoi. Parce que sur une ville comme Lyon, c'est quoi le poids moyen du loyer dans le budget étudiant ? C'est compliqué. Ça va dépendre déjà si les étudiants peuvent se retrouver en résidence Crous ou pas. Être en résidence, c'est complètement imbattable puisque tout est compris. L'eau est comprise, Internet est compris, l'électricité est comprise. Enfin, si on est dans une chambre, par exemple, réhabilitée, donc c'est les chambres avec WC, salle de bain et lit, et la seule partie qui est partagée, ça va être la cuisine. On est sur à peu près 270 € par mois. À quoi on va rajouter les aides au logement, centaines d'euros. Donc c'est un loyer à 150 € tout compris. Pour une ville comme Lyon, c'est imbattable. Mais sinon, ça devient très vite très 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 compliqué. L'idéal étant de pouvoir se tourner, quand c'est possible, sur un système de coloc. Je connaissais pas grand monde à Lyon et c'est pour ça que je suis très content de m'être mis en coloc. C'est parce que directement, on est 8 dans la coloc, donc ça fait beaucoup, mais c'est quand même très cool et ça fait directement 8 personnes que je connais à Lyon et on rencontre les amis des colocs et du coup ça crée directement un réseau. Il y a les résidences étudiantes privées qui là commencent à être très très chères, où on est facilement à 650, 700 €. Il y a le parc locatif privé, où là il y a une mise en concurrence aussi très importante des dossiers, c'est compliqué. Et après arrivent toutes les solutions un peu de survie, qui vont être l'hébergement comme évoquait Maya, la sous-loc, donc que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes font en disant c'est pas très cher, sauf à garder en tête que c'est assez souvent une mauvaise idée. Il faut vraiment que ça reste que temporaire puisque ça n'ouvre pas droit aux aides au logement. Ça ne protège pas du jour au lendemain si l'hébergeur dit tu dégages,
légalement, il met la personne dehors, il n'y a pas de contrat. Et donc, pour répondre à ta question sur combien ça pèse, ça dépend un peu dans quelle case l'étudiant et les étudiantes se trouvent. Erwan, toi, tu as pu profiter d'un programme du Crous qui s'appelle la résidence de la réussite. Tu peux nous raconter un peu ton expérience et ce en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. La résidence pour la réussite, c'est une résidence option waouh. C'est une résidence Crous, assez neuve en plus, qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps, à côté d'un grand parc. Donc déjà, le cadre est plutôt pas mal. On a des apparts tout neufs. Et puis, en plus de ce logement tout compris, comme tu le rappelais tout à l'heure, eh bien, on a des activités sportives, culturelles, d'information. J'ai pu participer à des cours de langue des signes. Donc ça peut être vraiment très, très varié. Les activités sont proposées soit directement par le Crous, soit par les étudiants eux-mêmes. Donc ça peut être aussi très sympa. On rencontre plein de monde par ces activités-là. On a aussi un espace commun de coworking où on se rencontre tous. Et le must du must, c'est le programme de tutorat qui accompagne tout ça, avec donc un étudiant ou une étudiante de première année qui est en binôme avec un étudiant ou une étudiante qui est en L3, en master ou en doctorat. Donc ça permet d'avoir un lien social qui est conservé tout au long de l'année, avec des activités qui sont... Alors, on a plus ou moins un quota d'heures à respecter par mois, mais en fait, ça se fait tout naturellement. Et globalement, ça nous porte un peu toute l'année, surtout en tant que première année, quand on connaît personne, quand on connaît pas la ville, ça nous porte. Il y a un autre sujet qui est hyper important, qu'on oublie parfois, mais qui est vraiment primordial pour réussir à sa rentrée, c'est de pouvoir bien s'alimenter. Les premiers mois, c'était vraiment dur parce que j'avais même pas de salaire. Donc, ce qui fait que j'avais directement le loyer à verser. Et c'est ma mère qui me donnait, alors qu'elle était vraiment à la limite. Elle me disait, tiens, je te donne ça. Je disais, mais je vais me débrouiller, je vais me prendre un sachet de pâtes, ça va me faire la semaine. Après, je dirais que vraiment, ça nous fait grandir dans l'autonomie, dans la gestion. Et après, les habitudes, on essaie de pas non plus faire trop basique, style pas de jambon gruyère. On essaie aussi d'aller chercher, admettons, de la salade chez l'épicier du coin. J'essaie vraiment de consommer plutôt sainement et j'ai une chance inouïe qui est qu'il y a un petit marché avec quelques primeurs juste en bas de la résidence, vraiment juste en bas. Donc tous les dimanches matins, j'y vais. En plus, le Crous fournit souvent des sacs un peu biodégradables, assez sympas, où on peut mettre facilement les légumes dedans. Donc voilà, et sinon, j'essaie de pas dépasser 60 €. Mais bon, c'est assez serré comme budget. Que ce soit de la bouffe, c'est le plus gros. Mais le loyer, Internet, tout ça, ça coûte super cher. Les abonnements, transport et tout, voilà. Je trouve que c'est compliqué au début et les 2 premiers mois, tu te fais vite surprendre en fait. Tu comprends pas, tu te dis bon, ça va, en faisant gaffe un peu aux courses et d'un coup, tu te retrouves avec ton compte qui est super bas et t'es en mode oula. J'ai le Crous, les APL, où maintenant j'ai réussi à trouver autour de moi tout ce qui est par exemple les Too Good To Go, les paniers à 1 € de légumes presque périmés. Ça c'est génial, mais souvent c'est des petites épiceries qu'ils proposent et on ne sait pas forcément que ça existe. Et moi ça a changé ma vie, maintenant je bouffe super bien et je suis jamais dans le rouge financièrement, quoi. C'est quoi le budget moyen qu'on peut consacrer pour s'alimenter, on va dire, correctement sans trop se priver ? Alors, nous, on a budgété quelque chose aux alentours des 200 €. Un des nouveaux enjeux avec l'alimentation, c'est la façon dont on peut parfois trop facilement prendre le réflexe, si on en a les moyens, de la livraison via les applis pour manger rapidement sans se prendre la tête. C'est loin d'être une solution hyper économique. Éthiquement, on peut parfois mieux faire aussi. Vous proposez quoi comme alternative aux étudiants que vous rencontrez ? Bon, l'alternative, ça pourrait être par exemple des paniers Too Good To Go. Ça, c'est une bonne alternative dans le sens où c'est quand même des prix extrêmement raisonnables. Le côté éthique est un peu rattrapé parce qu'on récupère des choses qui vont être jetées. Donc ouais, j'aurais pensé à ça. Too Good To Go, Phoenix, qui ont le même fonctionnement. Il y a aussi Zéro Gaspille, Zéro Gâchis, Sauve ton Bio, autant de solutions numériques, on va dire, pour sauver les invendus, se nourrir pour pas cher. Yorick, est-ce que tu penses à d'autres solutions aussi ? Par exemple, ce qu'on peut beaucoup faire au niveau de notre service, c'est que lorsqu'on fait des aides financières, notamment à titre alimentaire, comme ce sont des aides qui sont à chaque fois soumises à évaluation, un des éléments qu'on utilise, ça va être les relevés de compte. L'idée étant pas de contrôler est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal la façon dont les personnes dépensent leur argent, mais on l'utilise énormément comme un outil.
Et justement, quand on demande les relevés sur les 3 derniers mois et qu'on voit qu'il va y avoir Uber, ça, on va pas dire derrière, non, vous avez consommé que du Uber, vous venez demander une aide au Crous, au revoir. Ça se passe pas du tout comme ça. On va faire l'aide. Mais par contre, on va essayer de mettre en place un accompagnement en disant, regardez, là, on va calculer ensemble combien vous avez consommé de livraison, de Deliveroo, etc. sur un mois. Et souvent, quand ça arrive, les étudiants vont dire, ah ouais. Et donc, ça va correspondre, par exemple, à une dette locative. En termes de, et donc, c'est des outils. Ça va pas de soi. C'est ce qu'un des étudiants. Ça va pas de soi du tout de gérer un budget, de faire des courses. Ce statut d'étudiant, cet âge est particulier puisque à la fois, ce sont des adultes. Voilà, majeurs, 18 ans, c'est des adultes. Et à la fois, par exemple, sur le calcul des bourses, on va demander les revenus fiscaux des parents. Ouais. Parce que y a cette idée d'obligation alimentaire, c'est aux parents de prendre en charge leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, et autonomes du coup économiquement, mais dans cette idée que les étudiants sont pas encore autonomes totalement, et donc ça passe aussi par un apprentissage de la vie d'adulte, et donc faire des pâtes, c'est les premières pâtes qu'on fait à la maison, ça aussi on invite des gens à faire des pâtes plus peut-être au saumon fumé quand on va inviter ses amis le samedi soir, là c'est senior, mais voilà, ça c'est des choses qui s'apprennent. Erwan, les pâtes au saumon fumé, tu t'y es adonné? Comment tu te débrouilles? Pas trop, pas le saumon fumé en tout cas, j'ai pas cet exemple-là le samedi soir, mais moi j'ai surtout bénéficié des repas à 1 euro du Crous. Comme très tôt on a été vite confinés, j'étais chez mes parents, donc disons que le budget nourriture, je le calculais pas trop puisque le frigo se remplissait un peu tout seul. Par contre, les repas, du coup, c'est 1 euro. Ça m'a permis de faire une économie de temps, déjà, parce qu'au niveau des courses, en gros, je prenais soit pour grignoter, soit pour le matin. Donc, globalement, très peu de courses. Et puis après, c'était royal. On arrivait au Crous le midi, on prenait un repas pour le midi le soir, et je repartais chez moi. J'avais même pas besoin de cuisiner. Donc j'ai surtout bénéficié de ça. Et donc, c'était plus élaboré que les pâtes saumon fumé, parce que c'était quand même pas mal. C'était varié. Il y a pas mal de choix. Donc j'ai surtout bénéficié des offres du Crous. Et justement, sur l'alimentation, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, effectivement, les repas à 1 euro. Et quand il y a eu vraiment des gros moments de grosses difficultés pour les étudiants à se nourrir, presque de questions de survie, nous, on a, comme j'évoquais, des aides financières qui peuvent être là justement pour aider les étudiants à faire leurs courses. On a eu tout un tas de systèmes aussi de paiement en ligne, justement d'e-card, merci. d'e-card justement qu'on pouvait charger pour que les étudiants fassent leurs courses avec, en plus d'aides financières qu'on pouvait débloquer. Il y a eu donc des collectifs étudiants qui se sont montés aussi, comme par exemple le CSU, le collectif de solidarité CSE, collectif de solidarité étudiante, qui faisait des distributions alimentaires. Il y a des associations comme l'Agorae qui ont fait des distributions alimentaires et aussi qui mettent en place des épiceries solidaires. Et donc ça, c'est vraiment très 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 intéressant puisque c'est des assos qui sont gérés par des étudiants et des étudiantes à destination des étudiants. Donc tout ce qui pourrait être des fois un petit peu symboliquement difficile, comme la distribution alimentaire caritative pure et dure, ces associations-là sont très intéressantes puisqu'on va faire ses courses dans une petite épicerie solidaire sur le campus. C'est plutôt pas mal ça. Et avec des prix en plus qui sont au moins 80% moins chers que ceux qui sont appliqués dans le commerce classique. Je rebondis sur un des éléments que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la famille. Alors, un maillon essentiel à la réussite des études, surtout au moment de la rentrée, et on n'y pense pas forcément, mais son rôle est vraiment prépondérant, parce que les parents ont aussi des obligations. Est-ce que ça, les étudiants que vous accompagnez en ont conscience ? Pas toujours. Pas toujours, ça peut arriver, et c'est pas rare qu'on fasse de la médiation. D'accord. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé beaucoup de contacter les parents pour pouvoir en échanger avec eux, rappeler l'importance de leur soutien dans l'entrée dans la vie étudiante pour leurs enfants. Après, il y en a qui veulent pas et il y en a qui peuvent pas, ce qui est quand même vraiment pas la même chose, hein. Donc après, les bourses, elles sont aussi là pour ça. Le service social et tout ce qu'on peut faire pour aider les étudiants qui rentrent pas tout à fait dans les cases à quand même bénéficier des bourses, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Mais oui, faire de la médiation, ça fait aussi partie de nos missions et ça arrive, quoi.
Parce qu'effectivement, on parle de la précarité étudiante, mais derrière ce mot de précarité étudiante, il faut penser la famille. Il suffit pas qu'un étudiant ait 18 ans, soit dans un logement, et parce qu'il travaille pas et que le Crous ne lui donne pas de bourse, il y a une définition de précarité étudiante. Il faut voir quelle place les parents ont du fait de cette fameuse obligation alimentaire d'entretien qui est prévue par le Code civil. La bourse est versée jusque 35 ans. C'est l'âge limite de versement de la bourse. Et jusque 35 ans, on va demander les revenus des parents. Donc ça a vraiment sa place. Quand on prend, par exemple, je donne un exemple tout bête, mais où des fois, des étudiants, vont être hors barème sur les revenus de leurs parents. Donc les parents gagnent trop pour que leurs enfants soient boursiers. Les étudiants n'ont pas leur avis fiscal, ils sont rattachés fiscalement à leurs parents et les parents ne veulent pas aider. En disant, non, t'es grand, tu te débrouilles. Sauf que quand on lit un peu tout ensemble, c'est de dire, oui, mais d'expliquer, écoutez, regardez, vous êtes une demi-part fiscale pour vos parents. L'État leur fait cadeau d'impôts pour que, justement, ils puissent mettre en place cette obligation alimentaire. Donc, à la fois dire, non, t'es grand, tu te débrouilles, et en même temps, bénéficier d'aide fiscale. C'est tout ça aussi qu'on va essayer d'expliquer. Des fois, les étudiants ne sont, même pas des fois, la plupart du temps, ne sont pas du tout au courant de ça. Et de rappeler, comme le disait Maya, dans certains cas, avec l'autorisation des étudiants, on peut prendre attache avec les parents quand c'est vraiment compliqué. Toi, il n'y a pas eu de problème d'attache avec tes parents. Tu nous disais que leur soutien était vraiment très précieux. Peut-être en période de rentrée, quelle place a eu ta famille ? En période de rentrée, l'orage était passé. C'est avant que ça a été compliqué parce que quand j'ai dit à mes parents que j'allais me loger loger sur Lyon, alors que j'habitais à 20 minutes en train, ils n'ont pas compris. Donc ça a été très conflictuel avec mon papa, notamment, qui m'a dit « mais ça sert à rien ». Heureusement, j'ai trouvé la résidence pour la réussite, ça rentrait dans les budgets parce qu'avec les systèmes de bourse, moi j'avais passé le bac l'année d'avant, donc j'ai aussi les bourses au mérite. En fait, globalement, ça rentrait bien dans le budget. J'ai fait tout un tableau en lui montrant « regarde ce que je vais dépenser là ». En fait, je lui montrais que peut-être il allait même gagner de l'argent par mois. Bon, ça, je suis pas sûr de mes calculs. Mais enfin, ça a fonctionné. J'ai pu faire mon dossier pour la RPR et à la rentrée tout était réglé puisque de toute façon j'avais été pris, donc je lui avais dit que j'allais pas lâcher ma place dans ce logement-là. Et puis on est rentré dans nos frais. Alors après je suis pas dans les méandres de leur compte en banque, mais je crois que ça s'est plutôt bien passé et que t'as pu couper le cordon. J'ai pu un peu couper le cordon, pas trop non plus, parce que le confinement a pas aidé. J'étais souvent chez eux encore, mais on est vite passé à un soutien psychologique et à plus du tout parler de cet aspect financier très rapidement, très très rapidement. RPR, résidence pour la réussite, et pas le parti politique. Non, pas trop. Alors, au-delà des aides qui peuvent exister, dont on a pas mal parlé, au logement, de la bourse, des coups de pouce de la famille, des assos dont on a parlé aussi, les étudiants peuvent prétendre parfois à d'autres coups de pouce, à d'autres aides pour faciliter leur rentrée. Le non-recours au droit, c'est un enjeu majeur pour les services sociaux. Est-ce qu'on peut quantifier un peu le nombre d'étudiants qui oublient ou tout simplement qui connaissent pas un peu les aides auxquelles ils ont droit ? Comment ça s'explique ? Très régulièrement, quand on reçoit les étudiants, on fait toujours un point avec eux sur leurs droits. Même s'ils n'ont pas de droits, nous on essaie toujours de décortiquer leur situation pour voir si on peut ouvrir des choses. Et ça arrive souvent sur les bourses, où les étudiants vont dire « oui, non, mais ma mère, mon père m'ont dit que j'étais pas boursier au collège, au lycée, donc je demande pas la bourse à la fac ». Oui, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes façons de calculer la bourse. Donc du coup, des choses comme ça, il y a beaucoup de légendes urbaines qui peuvent se mettre en place, qui font que les gens pensent ne pas avoir droit, que c'est toujours pour les autres. Nous, ça fait partie de notre travail, mais après, c'est toujours compliqué de comment les grandes institutions vont chercher les usagers, quoi. C'est sur quel type de droit que ça se joue, ce non-recours ? La bourse, ça peut arriver. Beaucoup aussi. Alors, ça concerne principalement les étudiants étrangers, mais du coup, la couverture maladie solidaire, qui en plus, quand elle est débloquée, déjà permet du coup des frais de santé à moindre coût, mais également de débloquer d'autres choses. Parce qu'avec ce statut-là, on peut avoir les TCL moins chers, normalement. Il me semble que le tarif solidaire, il est toujours d'actualité. Ah ouais. Ça fait pas de mal de payer 10 € par mois pour les TCL, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, en tout cas, chez mes étudiants. Peut-être pour ouvrir un peu le scope, c'est qui les étudiants qui viennent pas vous voir, mais qui devraient ? Alors, elle est compliquée cette question, mais ce qu'on a pu voir un petit peu via le confinement aussi, on a eu des étudiants qui n'étaient pas dans notre public cible et là qui commencent à arriver, et tant mieux.
Alors sociologiquement, ça vaut un peu rien le terme que je vais employer, mais ça va être globalement des étudiants issus des classes moyennes. Voilà. Moyenne. C'est pour ça que j'ai précisé, sociologiquement, ça ne valait rien. Mais les classes moyennes basses, des fois, peuvent avoir un droit à bourse. Un petit droit à bourse, échelon 0 bis, et des choses comme ça, peuvent savoir que ça peut être possible. Des parents qui vont gagner un petit peu au-dessus, non, ils vont pas solliciter. Et donc, globalement, ça, c'est très important que ces étudiants fassent des demandes de bourse, puisqu'il y a des choses qui sont prévues dans la circulaire, que par exemple, il suffit pas de faire une simulation en ligne, puisqu'on peut faire une simulation, ah non, j'ai pas le droit, je fais pas ma demande. Mais donc la bourse est calculée sur les revenus de 2 ans en arrière, mais la circulaire des bourses prévoit que, en cas de changement de la situation des parents en cours d'année, donc situation pas très cool, chômage, décès, maladie longue durée, tout un tas de choses comme ça, pas très sexy. Il est possible de revenir sur la situation, de tenir compte de la situation actuelle pour calculer un droit à bourse. Donc des étudiants qui n'auraient pas été boursiers en septembre, qui ont fait une demande de bourse jusqu'au bout, et pour qui ils deviennent orphelins en cours d'année, c'est l'horreur, ils peuvent se retrouver boursiers et non pas sans rien. Toi, il y a des aides que tu as découvertes. Est-ce que tu penses toutes les connaître, les aides ? Non, je pense pas. Après, j'avais fait une simulation avant d'entamer toutes ces démarches-là administratives. Après, ça fait toujours un peu peur en fait de se lancer là-dedans. Globalement, faut se mettre dans une bulle en se disant allez, on s'y met, on ouvre l'ordinateur, on cherche. Je l'ai pas forcément fait. Souvent, c'est qu'on me disait ah tiens calcule ça, ah d'accord je le fais, et je le faisais un peu comme ça en coup de vent. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais boursier du supérieur alors que je ne l'étais pas au collège ou au lycée. Et maintenant, il y a un nouveau site aussi qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Un jeune une solution, qui est super chouette pour ça parce que il pose juste plein de questions sur qui on est. Parfois ou d'où on vient aussi, parce que ça va répertorier toutes les aides qui existent au niveau national et au niveau régional auxquelles on pourrait prétendre. Donc c'est super chouette et faut en parler quoi, c'est trop bien. Trop bien, super. Pour la dernière partie du premier épisode d'En Terrasse, en fait la parole est à vous, moi je vais enlever mon casque. On a parlé logement, alimentation, budget, bourse, crise sanitaire, etc. Mais il y a d'autres enjeux qui sont aussi importants pour passer le cap de la rentrée. Quel serait, chacun à votre tour, le conseil que vous voudriez donner à un étudiant qui arrive dans une grande ville, ou dans une ville étudiante, n'importe où en France, pour ne pas rater sa rentrée? Le conseil. Aller sur Un jeune, une solution. En vrai, oui, complètement. Faire comme Erwan a fait, budgéter. C'est vraiment très important de pouvoir budgéter, savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort, et pas forcément utiliser son sa carte bancaire pour consommer, etc. Et un petit conseil qui peut être toujours très pratique quand on a du mal à gérer, c'est pas du tout enfantin de faire ça, mais ça fonctionne vraiment bien. C'est une fois qu'on a payé toutes ces charges fixes, téléphone, loyer, etc., qu'il reste juste l'argent pour les photocopies, l'alimentation et la machine. C'est sortir l'argent qui va rester pour ça, parce on appelle le reste à vivre. Donc si c'est par exemple 200 €, le diviser en 4 enveloppes et se dire cette semaine, j'ai 50 € pour mon alimentation, etc. Et ça, le voir physiquement, l'argent, ça permet de ne pas tout craquer aussitôt en disant c'est bon, je peux sortir avec mes amis, aller boire, je prends 2 pintes, c'est 10 €. Sur un budget de 50 € par semaine, commence à faire beaucoup. Donc ça peut être une très bonne idée d'avoir ces enveloppes. Et c'est pas du tout infantile, c'est vraiment très utile. Peu importe là où on arrive, en fait, il y a plein de gens comme nous, il y a plein de gens qui sont en galère, plein de gens qui savent pas ce qu'ils font là, plein de gens qui sont perdus sur Lyon. Et au final, on rencontre toujours des gens super et faut pas s'affoler. Alors, un conseil, je pense que tout le monde est différent, mais je pense que ce serait d'essayer de participer à un maximum de choses qui peut se faire dans la vie étudiante sur Lyon. Au fur et à mesure des discussions, on découvre plein de choses et on apprend plein de choses. Donc, sortir au maximum, se faire un peu des fois se forcer un peu aussi. Se faire un groupe d'amis, mais il faut pas se stresser de pas trouver des gens avec qui ça matche directement. Il faut pas rester avec des gens si ça matche pas. Il faut un peu oser aller à des événements seul. Là, je suis aujourd'hui seule à cet événement et je me rends compte que il y a quelques années, je l'aurais pas fait. Mais en fait, faut juste sortir et découvrir les associations. Et aussi être solidaire, partager les cours, se faire des amis. Ça aide vraiment aussi dans l'univers de la fac, du coup. Essaye de t'amuser un maximum. Ne laisse pas tomber les cours parce que c'est facile, surtout à la fac, de se dire je ferai ça plus tard. Surtout que c'est pas facile de garder un rythme.
et d'être rigoureux. Faut pas tomber dans la teuf, quoi, parce qu'après, c'est fini. Moi, je dirais qu'il faut pas hésiter à aller voir les autres et à demander. Si t'es dans la rue, si t'es à la fac, tu parles à tout le monde. De toute façon, il va rien se passer de grave. À la rigueur, il va te mettre en vent et puis c'est pas grave. Faut vraiment avoir envie de découvrir, parce que c'est l'avantage d'habiter dans une ville comme ça, c'est que si on reste chez soi, ça a aucun intérêt la ville. Donc, faut mieux. Je conseille vraiment de pousser et d'essayer de sortir un peu de chez soi parce qu'après, vraiment, on fait des super rencontres et on apprend plein de trucs. C'est la fin de ce premier épisode. Sachez que sur le compte Insta du Crous de Lyon, vous retrouverez tout plein de liens vers les initiatives qu'on a citées et vers les services qui peuvent vous venir en aide. À très vite en terrasse.